retrouve cette fois Christian Bourque, qui est vice-président de la firme de sondage Léger. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Bon, je vous demanderais d'abord, de mémoire de sondeur, est-ce que vous avez déjà vu une élection où l'issue est aussi difficile à prévoir que cette élection 2019? Non, c'est une première. En fait, c'est la première campagne électorale fédérale que je me souvienne où les deux principaux partis sont à l'intérieur de l'égalité statistique, de la marge d'erreur des sondages, depuis 6 semaines, sans changement réel. On a vu un peu leurs intentions de vote à chacun baisser d'un point ou deux, mais ils se maintiennent toujours à l'intérieur de la marge d'erreur des sondages, au coude à coude là, depuis le tout début. Ce qui fait que selon une majorité d'observateurs, on se dirige vers un gouvernement minoritaire lundi soir qui peut être autant conservateur que libéral. Est-ce que c'est ce que vous prévoyez également? Bien, en termes de pourcentage du vote, la plus courte majorité de l'histoire du Canada, c'est le gouvernement de 2006, un minoritaire conservateur, où ils avaient quand même obtenu 35,5 % des voix. Autrement dit, si ça se termine lundi avec un 33-33 ou 34-33, comme le disent les sondages en ce moment, on pourrait avoir le gouvernement qui, en pourcentage du vote, aurait eu le plus petit nombre d'électeurs qui le placent au gouvernement. Donc, est-ce que vous penchez, juste pour être clair, davantage sur un gouvernement minoritaire conservateur que libéral, ou vous ne pouvez pas vous prononcer là-dessus? Oh, il y a tellement de facteurs. Tu sais, certains vont parler d'une prime à l'urne conservatrice parce que leur électorat un peu plus vieux a tendance à voter en plus grand nombre, ce qui pourrait les avantager. D'autres parlent d'une prime à l'urne qui pourrait être libérale, c'est-à-dire ce que certains appellent en anglais les closet liberals, qui en ce moment sont un peu déçus de M. Trudeau, mais vont revenir à la famille libérale au dernier moment. Donc, si on croit les uns ou les autres, ça pourrait être d'un côté ou de l'autre. Mais à ce moment-ci, les deux scénarios sont possibles. On pourrait parler d'un gouvernement minoritaire avec 130 ou 135 sièges. Ça, là, c'est devenu là, de l'ordre du possible depuis ce qu'on voit dans tous les sondages depuis une semaine ou deux. Donc, le suspense qui demeure entier au moment où on se parle. Ouais. Christian, il y a eu deux surprises dans cette élection. D'abord, au Québec, la montée du Bloc québécois à l'échelle nationale, ça a été la montée du NPD. On n'avait vraiment pas vu ça venir au départ. On va commencer par la surprise du Québec, donc la montée du Bloc. Vous avez, chez Léger, justement publié un sondage cette semaine qui démontre que les libéraux et le Bloc sont pratiquement à égalité, à 31 % je pense, dans les intentions de vote. Mais quand on regarde ça par région, c'est très diversifié. En termes de répartition de sièges, à quoi la carte électorale du Québec pourrait donc ressembler lundi soir? 78 sièges. Si vous enlevez, on pourrait dire 6 à 8 sièges conservateurs qu'on pense qu'ils vont demeurer dans le bastion conservateur lundi, ça en fait 70. Divisez-le en deux et vous n'êtes pas tellement loin de la réalité. Ce qu'on devrait voir lundi soir, là, si la tendance se maintient, c'est une île de Montréal et les environs, avec une parcelle dans l'Outaouais, peut-être dans les cantons de l'Est, qui soit rouge, et les régions québécoises, là, à l'extérieur de Montréal, qui soient bleues, avec un bleu un petit peu plus foncé autour de Québec. Mais il va y avoir des surprises lundi, parce que dans des courses là où on n'entendait pas vraiment le Bloc québécois, par exemple, à Québec, on pourrait voir un libéral qui surprend à Limoilou parce qu'il se faufile entre les deux. Oui. Donc, sur la division des votes, il risque d'y avoir quelques surprises. Le siège de Ruth-Hélène Brousseau pourrait encore une fois nous livrer une surprise lundi soir. Il y a des majorités qui vont être très, très, très petites dans ces victoires-là par quelques centaines de sièges. Et là, tous les scénarios de « on va veiller tard », entre guillemets, pour avoir le résultat final de certains comtés, là, ça pourrait être vrai lundi. Donc, le scénario de 35 sièges, peut-être au Bloc québécois, c'est possible. Maintenant, c'est possible parce que leur avantage chez les électeurs francophones leur donne, aussitôt qu'on sort de l'île de Montréal, leur donne un avantage dans la grande majorité des comtés restants. C'est là qui est la force du Bloc. Sauf qu'à 16 %, comme on le voit dans les derniers sondages, ce serait un des pires résultats de l'histoire pour les conservateurs depuis l'ère Mulroney au Québec. Est-ce qu'à la toute dernière minute, les conservateurs vont mieux faire que les derniers sondages? Et si c'était le cas, s'ils passaient de 16 à 20, c'est des électeurs de moins au Bloc québécois. Et on le sait aussi, le Bloc québécois a à certains moments de la difficulté à transposer son résultat de sondage en vote. Parce que pour certains bloquistes, traditionnellement, c'est un peu une corvée d'aller voter au fédéral. C'est un peu comme si c'était contre nature pour certains d'entre eux. Mais ça veut dire que, à la lumière de ce que vous nous dites, le scénario de moins de 40 sièges pour les libéraux, parce qu'ils ont actuellement 40 sièges au Québec, Oui. est également possible.
Il est possible, mais il va y avoir des luttes très, très serrées, très, très chaudes, et on pourrait se demander jusqu'à quel point ils vont être capables de résister dans des régions où on attendait les libéraux et où on pensait qu'ils pourraient Oui. conserver certains sièges à l'extérieur de l'île. Ben, en Mais fait, encore une fois, c'est pas ça va être évident. difficile. En fait, je veux justement vous parler de ça parce qu'il y a des circonscriptions, on dit, qui sont actuellement occupées par des gros canons libéraux, comme par exemple en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, Oui, qui est détenue par la ministre Diane Leboutillier. Il y a également la oui. circonscription de Compton-Stanstead de Marie-Claude Bibeau, également ministre de l'Agriculture, qui pourrait basculer, donc qui pourrait échapper aux libéraux. Est-ce que c'est ce que Oui. vous prévoyez également? Ben, c'est possible. Les îles de la Madeleine, par exemple, ont un profil particulier. Autant au provincial qu'au fédéral, c'est un comté qui a tendance à voter pour des personnalités. C'est un des comtés où l'individu, le candidat, a peut-être plus de poids qu'ailleurs au Québec. Donc, ce qui pourrait permettre à la ministre de survivre dans ce comté-là. Mais sinon, c'est un comté qui a voté pour le Bloc québécois à Oui. maintes reprises dans le passé. Donc, encore une fois, là, ça risque de d'aller jusqu'au dernier dépouillement du dernier pôle de ce comté-là. Oui. Selon le sondage que vous avez publié cette semaine, les libéraux restent en avance quand même dans la région métropolitaine, notamment sur l'île de Oui. Montréal, surtout sur l'île de Montréal. Bon, on sait que les libéraux présentent une grosse pointure dans Laurier-Sainte-Marie. Stephen Guilbeault, pour tenter d'arracher cette Oui. circonscription-là au NPD. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire au moment où on se parle sur Bon. Laurier-Sainte-Marie? Étant donné la remontée qu'on voit du NPD, c'est-à-dire un NPD qui retrouve une certaine crédibilité dans cette campagne électorale-là, et certains même, les rumeurs veulent que le Québec solidaire contribue à la campagne électorale là, du NPD en ce moment. Donc, c'est sûr que ce sont quelques votes qui vont quitter les libéraux pour aller possiblement vers le NPD. Donc, le résultat risque d'être plus serré qu'on l'aurait pensé au départ. Mhm. Il y a à peine 2 ou 3 semaines, on aurait dit ben, c'est sûr, les libéraux vont prendre Laurier-Sainte-Marie. Laurier, sans aucun doute. Là, on peut se poser la question, est-ce que ça va être, la majorité va être plus courte qu'on le pense? Il faut toujours dire que le scénario le plus probable serait un siège libéral dans Laurier, mais ça risque d'être plus serré qu'on le pensait. Et à côté, dans Hochelaga, le NPD l'avait emporté de justesse en 2015. On dit que cette circonscription-là pourrait basculer également, mais vers qui? Bon, mais on aurait dit libéral jusqu'à tout récemment. Là, il faut Mhm. dire, ben, est-ce que là, le Bloc québécois est redevenu un joueur dans cette circonscription-là? Donc, est-ce que ça va permettre au NPD de le conserver? Est-ce qu'au contraire, ça va aller au Bloc qui va réussir à se faufiler? C'est là où le lundi soir va devenir un peu un casse-tête pour pas seulement les sondeurs, mais les analystes de la soirée électorale. La même chose va se dérouler dans le 905 aussi autour de Toronto, de toute Oui. façon. Mais au Québec, effectivement, il va nécessairement, dans une égalité libérale, bloc comme on le voit en ce moment, il va nécessairement y avoir des surprises. Oui, ça va être super intéressant à regarder Oui. ça aller. Bon, Christian, maintenant, à l'échelle nationale, l'autre surprise, c'est la montée du NPD. On en a glissé un mot. Ça risque de nuire autant aux libéraux qu'aux conservateurs, surtout dans les deux autres provinces qui sont des champs de bataille dans cette élection, c'est-à-dire l'Ontario et la Colombie-Britannique. La carte électorale pourrait ressembler à quoi lundi soir à l'échelle nationale? Bon. Ce qu'il faut voir, c'est que la montée qu'on a vue post-débat, où ils sont passés environ de 15 14-15 dans les sondages à 18-19, là, c'est stabilisé depuis la dernière semaine. C'est là où il y a toutes sortes de scénarios de gens qui disent il y a peut-être certains votes NPD qui vont revenir aux libéraux par crainte de l'élection d'un gouvernement conservateur. Donc, tous les scénarios sur l'espèce de pré-malurne qui pourrait y avoir sont présents. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'avec le regain de popularité du NPD, certains sièges du nord de l'Ontario sur lesquels les libéraux déjà regardaient et un peu là, voulaient absolument les voir devenir libérales, pourraient demeurer au NPD. Et même dans le 416, entre autres l'ancien siège de l'ancien comté de Jack Layton en particulier au centre-ville de Toronto, ben, pourrait redevenir NPD avec les résultats qu'on voit en ce moment. Dans le 905, il semble bien que la lutte à deux se dessine de façon relativement franche. Le NPD a fait des gains au niveau national, mais pas nécessairement dans la banlieue de Toronto. Là où ça devient intéressant, c'est en Colombie-Britannique, où on le sait, traditionnellement, c'est pas une province qui est très libérale. Elle s'est souvent divisée entre néo-démocrates et conservateurs dans le passé. En 2015, les libéraux avaient fait un très bon résultat
avec 11 sièges, si ma mémoire est bonne. Donc, le scénario, a priori, c'est de dire si le NPD reprend un peu sa position, sa crédibilité qu'il avait auparavant comme formation politique, on pourrait penser que les libéraux pourraient perdre certains sièges, notamment un peu à l'extérieur de la ville de Vancouver, mais on le sait, le centre-ville de Vancouver a tendance à être libéral, mais les conservateurs sont en bonne position dans tout ce qui est l'intérieur de la province, ce qu'on dit the interior là-bas, devrait être conservateur. Et la bataille, véritablement, sont dans les banlieues qui ceinturent Vancouver, donc de Burnaby, Richmond et ensuite à Surrey, où là, les conservateurs espèrent faire des gains et pourraient être en mesure de faire ces gains-là. Ce qui pourrait, déterminer la couleur du gouvernement, ce qui veut dire qu'on se couche tard lundi soir. Oui. Et ça pourrait aussi, non pas déterminer la majorité ou la minorité, mais certainement pourrait faire la différence dans la balance si la guerre ontarienne s'annonce aussi serrée qu'on le pense. Bon. Mais encore une fois, en Ontario, les conservateurs, s'ils espèrent former le gouvernement, doivent faire des gains significatifs comparativement à 2015. Et jusqu'à maintenant, les sondages ne leur donnent pas ces gains-là comme ils espéraient le faire. Là. Donc, si la bataille en Ontario était un peu à l'avantage des libéraux, on est dans un scénario minoritaire libéral. Si la campagne ontarienne démontre que les conservateurs font mieux que prévu, si on regarde les derniers sondages, bien là, à ce moment-là, il faut attendre la Colombie-Britannique pour voir si les conservateurs formeront le gouvernement ou non. Bon, et quoi qu'il en soit, on est dans un scénario de gouvernement minoritaire. Christian, il faut accélérer parce que j'ai d'autres questions, il nous reste peu de temps. Juste savoir, on parle, avec un scénario de 35 sièges pour le Bloc québécois, est-ce que la possibilité que le Bloc se retrouve avec la balance du pouvoir, c'est toujours plausible lundi soir, rapidement? Toujours plausible parce que le scénario d'un 35 sièges néo-démocrates, on ne le voit pas encore dans les chiffres. En pourcentage, il se peut très bien que les néo-démocrates se retrouvent avec moins de sièges que le Bloc québécois lundi soir. Donc, cette possibilité-là, elle est tout à fait possible. Okay. Et même probable, oui. On est à plus ou moins maintenant 48 heures de l'ouverture des bureaux de scrutin. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a encore beaucoup d'indécis? Est-ce que le sol bouge encore, la terre est meuble, qu'on dit, ou si les gens sont de plus en plus décidés? Il n'y a pas tant que ça d'indécis, mais il y a encore 26 des gens à notre dernier sondage qui nous disaient « je pourrais toujours changer d'idée ». Et ces gens-là qui disent qu'ils pourraient changer d'idée se trouvent avant tout au NPD, au Parti vert et, dans une certaine mesure, au Bloc québécois. Ce qui fait qu'il y a encore de la place pour un certain vote stratégique d'ici à lundi. Et c'est pour ça que dans les derniers jours de la campagne, les deux principaux candidats, ils vont un peu d'une campagne de peur, c'est-à-dire peur du retour des libéraux chez les uns et peur du retour des conservateurs chez l'autre. Et on peut s'attendre à ce qu'il continue à s'activer cette semaine, en fin de semaine, je veux dire. En moins d'une minute, sur le taux de participation, on sait qu'on a enregistré un record de vote par anticipation le week-end dernier. 4,7 millions d'électeurs se sont prévalus de la possibilité de voter par anticipation. C'est 30 de plus qu'en 2015. Est-ce qu'on peut en dégager quelque chose, une tendance, un mouvement, quelque chose, en quelques secondes? Oui, d'une certaine façon, oui. C'est-à-dire que certains disaient la campagne est tellement ennuyante que le taux de participation va être très faible. Peut-être pas. Donc, cette indication-là nous dit qu'on pourrait avoir un taux qui est similaire ou du moins un peu inférieur à la dernière fois, ce qui devrait désavantager les tiers partis. Du moment que le taux de participation baisse, ça va surtout désavantager NPD et Parti vert en particulier, et aussi le québécois. Christian Bourque, vice-président de la firme de sondage Léger. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Ça m'a fait Très plaisir. apprécié. Merci. Bon week-end. Bye-bye.